Frans Bridou, né en Pérué, au Hainaut, le 1er janvier 1924. Le 10 mai 40, j'avais donc 16 ans et demi. Et j'étais étudiant à l'Athénée à Mons. Dans le secondaire inférieur, malgré mes 16 ans et demi, parce que j'avais plus jeune, passé 3 ans au Congo belge, au sud Kivu, en pleine forêt équatoriale, sans scolarisation ni rien, ce qui fait que j'avais un retard accumulé. Et comme avant de partir au Congo, j'avais un an d'avance compte tenu de mon âge, quand je suis revenu, j'ai recommencé avec 2 ans de retard. Et j'étais donc à l'Athénée à Mons le 10 mai 1940. Ma mère étant décédée au Congo quelques années après, avant, en 1934, mon père était reparti au Congo. Et j'étais chez une tante, une sœur à ma mère, et j'habitais à Omuel, donc au Bolinage. Et il y avait un fils, mon cousin était plus âgé, il avait 6 ans de plus, et lui était mobilisé déjà depuis 1939. Et le 10 mai, au matin, quand on s'est levé, on annonçait à la radio que l'Allemagne avait envahi la Belgique. Et à ce moment-là, évidemment, c'était un peu le désespoir pour ma tante qui craignait que son fils n'aille au front, ce qui a d'ailleurs été le cas à ce moment-là. Et donc, après que j'ai eu entendu cette annonce à la radio, je suis parti pour aller à l'école, comme d'habitude, à l'Athénée, aller chercher le train à Carnion. Et en cours de route, il y avait déjà dans les rues des attroupements, les gens qui venaient, des femmes en pleurs et tout ça, qui avaient eu la chose. Et quand je suis arrivé à l'Athénée, à Mons, tous les étudiants étaient là, mais les professeurs étaient à l'écart et nous étions dans la cour de l'Athénée. Et à un moment donné, le préfet de l'Athénée est venu. On nous a rassemblés tous, on a mis en rang, et le préfet est venu me faire une allocution pendant un bon moment, où c'était un ancien combattant de la guerre 14-18, un invalide d'ailleurs. Et il était très marqué, il nous a fait un discours très, très bien, nous engageant à la prudence, tous les jeunes qui étaient là. Et puis après, il nous a annoncé que l'école était fermée, qu'on devait, jusqu'à nouvel ordre, nous devions rentrer chez nous et qu'on nous préviendrait quand on reprendrait les cours. Alors, il nous a laissés dans la cour et à un moment donné, on a commencé à faire. Nous étions à 700 ou 800 étudiants à l'Athénée à ce moment-là. On s'est réunis en groupe dans la grande cour et on a fait un chahut monstre. Les aînés avaient fait une croix gammée à la craie sur la cour. Et alors on s'est réunis, on a commencé à chahuter. Bon. Et puis on s'est séparés, on est repartis, chacun dans nos foyers. Et tout ça se passait le 10 mai. Et on est resté donc les 3 jours qui ont suivi, je suis resté là-bas. Il faisait très bon, c'était un temps magnifique. Et bon, on traînait dans la rue entre un petit gamin devant la maison. Et on jouait aux cartes dans la rue. Et c'est là que, dans la rue, le 13 mai, à un moment donné, on a vu un avion qui passait. Et quand il est arrivé plus loin, cet avion a piqué. Et au moment où il allait remonter, on a vu les bombes qui se détachaient de l'avion. Et il y a 2 bombes qui sont tombées
au carrefour d'Ornu, au Cap Pavé d'Ornu, comme on appelait. Et c'est là que nous avons vu donc les premières. Bon, les bombes sont tombées, on a entendu la déflagration et on a vu la fumée monter au-dessus des maisons. Et à peu près au même moment, le garde champêtre du village est venu apporter un ordre de mobilisation pour les 16 à 35 ans qui devaient rejoindre le centre de recrutement de l'armée belge, qu'on a appelé les CRAP après la guerre. Et j'avais mon ordre de départ. Et mon ami Marius Covin, qui habitait 150 mètres plus loin, a reçu son ordre en même temps. Et le 15 mai, nous sommes partis ensemble. Moi, j'avais un vélo. J'étais le seul à avoir un vélo. Et nous sommes partis pour aller à Péroué. Nous devions nous rendre, par hasard, je suis né à Péroué, mais c'est à Péroué que nous devions nous rendre à la gare. Et il y a une vingtaine de kilomètres à pied. Et nous sommes partis à pied. Moi, j'avais le vélo et nous avions mis tous nos bardas sur mon vélo. J'étais le seul à en avoir un. Et c'était l'évacuation. Il y avait déjà, la route était encombrée de gens qui partaient à pied, avec tous les moyens de locomotion qu'ils pouvaient avoir, jusqu'à une brouette ou un corbillard, quoi, hein, ou un chariot de fermier. Et en cours de route, pendant qu'on était dans la côte à Tertre, à un moment donné, il y a un avion qui a survolé. Ça a été évidemment la panique. On s'est égaillé sur le côté. Mais il n'a pas tiré. C'était un avion de reconnaissance. Et comme c'était des évacuations, ils ont laissé faire. Et quand nous sommes arrivés à Péroué, le train nous attendait. Nous avons monté dans le train là. Et normalement, c'était un train destiné uniquement pour les centres de recrutement de l'armée belge. Mais il a été envahi, évidemment, par tout le monde. Et finalement, le train est parti complètement plein vers Tournai. Et arrivé à Tournai, nous avons été bloqués en gare par une alerte. Et les Allemands ont bombardé la gare. Fort heureusement, ils ont toujours été à côté et pas dans la gare, ils n'avaient rien eu. Et bon, on est resté quand même bloqué pendant quelques heures dans la gare de Tournai. Et puis, le train est parti vers la France. Et vers où? Vers quelque part, nous ne savions rien. On nous a rien dit de destination. Il n'y avait pas de destination faite. Et on partait vers le sud de la France. Et nous avons roulé ainsi pendant certainement 4 ou 5 jours. Et on s'arrêtait en pleine campagne quand il y avait des avions qui passaient. Et les gens se sauvaient dans la campagne. On allait chercher du lait ou de l'eau dans les fermes et tout ça. Au début, nous étions relativement bien accueillis. Et puis, un peu à la fois, l'accueil s'est durci. Et ça parce qu'il y avait eu la Belgique qui cédait, enfin, et les Allemands étaient passés. Alors, les Français ne pardonnaient pas aux Belges ce qu'ils allaient faire eux-mêmes après. Et puis, nous sommes arrivés à Toulouse, finalement. Et à Toulouse, on nous a mis dans un... Comment dirais-je? Un bassin de natation. C'était chose de sport, un centre sportif. Il y avait un énorme bassin de natation. Et nous étions là, quelques milliers de Belges, des crabes donc, entreposés là. Et avec une nourriture, bon, on n'avait pas faim, mais c'était certainement pas de la nourriture très choisie. Et dans des conditions d'hygiène qui n'étaient pas fort fameuses. Et nous ne pouvions pas sortir du tout. Nous étions cantonnés là, il n'était pas question de sortir pour aller en ville. Et après une quinzaine de jours, comme rien ne se dessinait quant à la création des compagnies par le CRAP et tout ça, on est venu nous proposer, ceux qui le souhaitaient, pouvaient partir travailler dans des fermes ou comme bûcherons. Et avec mon ami Marius Covin, nous nous sommes présentés pour aller travailler dans les fermes. Et nous sommes partis tous les deux dans les fermes. On est allé jusqu'à Lectoure, dans le Gers. Et à Lectoure, le maire d'une petite localité est venu nous prendre.
Et nous avons abouti à Maravat, qui était une toute petite localité. Il y avait une centaine d'habitants en tout et pour tout. C'était vraiment la France profonde, la Gascogne. Et on a été chacun dans une ferme, lui dans une, moi dans l'autre, au remplacement des fils qui étaient en guerre. Et nous sommes restés là, nous avons travaillé pendant 3 mois dans cette ferme. Et fin août, on nous a rapatriés. Et nous sommes rentrés en Belgique fin août. Et en revenant, c'est au moment où nous avons passé la fameuse ligne de démarcation entre la France libre et la France occupée que nous avons vu les premiers militaires allemands, parce que nous n'avions pas vu avant cela. Et puis on est arrivé, on est rentré chez nous, à Romuel. Bon, les parents avaient essayé d'évacuer, mais n'avaient pas été bien loin et étaient rentrés au pays. Et bon, on a commencé à revivre. Je retournais à l'école et tout ça. Mais en même temps, déjà en revenant, nous étions promis d'essayer de participer à des mouvements de résistance, de l'histoire, ce qu'il était possible. Alors, bon, je suis retourné à l'Athénée, j'ai recommencé les cours à l'Athénée, et on a continué à chercher pour entrer en contact avec les organisations de résistance qui étaient à l'état tout à fait embryonnaire au départ. Et ce n'est qu'un an après, en octobre 1941, que nous avons trouvé un filon pour une organisation de résistance qui se créait dans notre village, une section du Rassemblement national de la jeunesse qui se créait à Romuel, où nous habitions. Et nous sommes donc entrés, nous avons prêté le serment du RNJ et nous avons commencé nos activités de résistance presque clandestines et en même temps propagande et essayer de dissuader les gens de partir travailler en Allemagne et toute une série de choses semblables. Et tout ce que nous pouvions faire en notre mesure pour nuire à l'occupant. Donc. Et bon, ça, nous sommes restés assis pendant 1 an. Et au mois de novembre 1942, j'ai quitté l'école pour aller travailler. J'ai abandonné mes études pour aller travailler à la Société Carbochimique à Tertre, où on souhaitait qu'il y ait des résistants qui soient là, parce que la Société Carbochimique produisait toute une série de choses qui servaient pour les troupes allemandes. Alors il fallait qu'il y ait un noyau de résistance, de manière à éventuellement voir dans quelle mesure on pouvait saboter pour empêcher les Allemands. Alors j'ai commencé à travailler là-bas comme manœuvre. Je n'avais aucun diplôme, j'étais toujours dans le secondaire inférieur, comme manœuvre en usine. Et puis quelques semaines après, 5 ou 6 semaines après, on a recruté un employé au service administratif et j'ai été choisi comme employé au service administratif, comme employé débutant. Et j'ai commencé à travailler à Carbochimique, au bureau. Pendant ce temps-là, évidemment, j'avais toujours mes activités de résistance à gauche et à droite. Et étant au bureau, étant à la Société Carbochimique, j'avais créé une section du RNJ au sein de l'usine. Au mois de février 1943, j'ai reçu mon ordre de réponse au STO, Service du travail obligatoire en Allemagne. Et je me suis rendu à Mons. J'ai été convoqué pour aller à Mons pour partir. Je suis parti me présenter à la gare de Mons, mais en ayant pris au préalable toutes mes précautions de manière à pouvoir ressortir de la gare. Mon but, c'était d'aller signer les documents, le registre de présence en quelque sorte, pour le départ, de manière à ce que pendant les mois qui allaient suivre, pendant quelques mois, je n'allais pas être recherché.
c'est ce que j'ai réussi à faire. Je suis donc arrogé et je suis sorti de la guerre après avoir signé leur registre et je me suis sauvé. Je suis parti me cacher pendant une semaine dans la région de Charleroi. Et puis après, je suis rentré au Borinage, accueilli cette fois par le RNJ, et je suis devenu membre du comité régional du RNJ, et caché, donc je vivais dans la clandestinité. J'ai vécu ainsi dans la clandestinité à partir de mars 1943, et en août 1943, nous avons été arrêtés à 4 au château de l'Aulne, de l'Aulnay, en anglais. La Gestapo de Bruxelles est venue nous prendre à la suite d'une série d'arrestations en cascade que José Gotovitch, je ne sais pas si vous connaissez le livre du rouge au tricolore de José Gotovitch, dans lequel il parle de il y a tout un chapitre sur la razzia de juillet 1943. En fait, il y a eu plus de 100, entre 100 et 150 résistants qui ont été arrêtés par toutes les arrestations aux cascades. Et nous étions en fin de la série. Ces arrestations ont commencé, je crois que c'est le 22 ou 20. Elles ont commencé au début juillet pour l'ensemble des organisations de résistance rattachées au Front de l'Indépendance. Et pour nous, elles ont commencé au RNJ vers le 25 juillet et elles se sont terminées le 3 août avec nos arrestations. Donc, on a été arrêtés à 4 au château de Glain. Et de là, c'était la Gestapo de Bruxelles qui est venue nous arrêter. Renseigné, je n'ai jamais su par qui, enfin. Et de là, nous sommes passés à l'avenue Louise, au 347 à l'avenue Louise. Nous avons passé quelques jours d'interrogatoire musclé, comme on disait. Et bon, après ça, nous avons été envoyés à Saint-Gilles. Et on nous prenait de temps en temps. J'ai été 2 ou 3 fois. On venait nous chercher à Saint-Gilles au matin. On allait à l'avenue Louise pour être à nouveau interrogé et puis rentrer. Et c'est ainsi que la dernière fois, j'ai été interrogé. Quand je suis rentré à la prison de Saint-Gilles, j'avais la tête complètement gonflée. J'avais un tampon perforé, je n'entendais plus rien. Je suis resté pendant 3 jours pratiquement dans le coma, quoi. Et puis après, c'est revenu, ça a été fini. Et tout ça se passait donc au mois d'août. Et nous sommes restés donc à la prison de Saint-Gilles. Les mois qui ont suivi. Et en novembre, attendez, en octobre, la seule chose que nous avions le droit de faire, c'était de remettre notre linge sale dans un colis que nos parents pouvaient venir chercher à la prison de Saint-Gilles et le remplacer par un colis de linge propre. Alors, moi, j'avais mis un petit billet pour mes parents, pour la tante, dans le colis. Et les Allemands ont découvert ce colis, ils ont ouvert le colis, ils ont découvert. J'ai été condamné condamné. Ouais. J'ai eu 10 jours de cachot à faire, au pain sec, à l'eau et dans le noir, et dans l'isolement total. Et je suis allé donc, j'ai été placé en faire cachot vers le 1er novembre. Et le 10 novembre, on m'a fait rentrer dans la cellule. Et le lendemain matin, on venait nous prendre pour nous embarquer en Allemagne. Et nous avons donc quitté
Saint-Gilles le 11 novembre pour partir en Allemagne. La première étape, ça a été Essen, au train donc. Hein. Et à Essen, nous sommes arrivés, c'était un samedi quand on est parti. Et il y a eu un bombardement pendant la nuit du samedi au dimanche. Mais l'aile de la prison où nous nous trouvions, il n'y a rien eu. Et le lundi matin, nous avons quitté Essen et on est parti vers Esterwegen. Nous ne savions pas que nous allions à Esterwegen. Hein. Quand nous sommes partis en Allemagne, ça nous l'avons appris après. La mère de Marius et de Marcel Cauvin est venue apporter un colis de linge, pensant que nous étions toujours là. Les Allemands ont refusé le colis en lui disant que non, que nous n'étions plus là. Et comme elle demandait à savoir ce que nous étions devenus, où nous étions, on lui a dit d'aller à la Gestapo. C'est la Gestapo qui pourrait la renseigner. Et quand elle est arrivée à la Gestapo, elle a expliqué ce qu'elle venait faire. Le militaire allemand qui l'a reçu a pris un dossier sur la table et il lui a montré le dossier sans l'ouvrir et en montrant que sur le coin du dossier de la FART, il y avait les deux lettres NN. Alors il leur a dit, vous voyez, là, il y a deux lettres, vous n'entendrez plus jamais parler de vos fils. C'est tout. Elle est partie en pleurs, évidemment, mais sans savoir ce qu'il en était. Et nos parents n'ont plus jamais eu de nouvelles pendant tout notre séjour en Allemagne. Donc, hein. Ils n'ont su que nous étions en vie que la veille de notre retour, le 6 mai 1945, parce qu'il y a eu un ministre allemand, un belge, qui est venu pour reprendre tous les prisonniers politiques qui étaient là-bas et qui a repris la liste et qui, quand il est rentré en Belgique avec cette liste le jour même, en avion, il l'a donné à l'INR qui a diffusé le nom des prisonniers politiques que l'on avait retrouvés à tel endroit. Et c'est comme ça que nos parents ont su que nous étions vivants. Voilà, donc en ce qui concerne les choses. Alors, on est donc parti de Essen vers Esterwegen. À la fin de la journée, à la soirée, nous sommes arrivés à Papenburg, qui était le chef-lieu, le centre de tous les camps de concentration, des 15 camps de l'Emsland. Et de là, de Papenburg, on nous embarquait en camion dans la nuit par une route caotante, sans savoir où nous allions, dans le noir, dans le brouillard, enfin. Et on est arrivé à Esterwegen. Et là, nous avons découvert le fameux Porsche d'Esterwegen. On l'a découvert simplement par les torches que les Allemands avaient, qui de temps en temps, on voyait le Porsche.